Bien, écoutez, bienvenue à cette conférence que nous organisons ce soir à l'IRIS sur le thème des think tanks sous influence. C'est une conférence qu'on organise en visioconférence. On peut espérer que c'est une dernière et qu'on reviendra bientôt avec des réunions en présentiel à l'IRIS. Autour de la table, si je puis dire, j'ai quatre intervenants. Tout d'abord, Alice Guiton, la directrice générale des relations internationales et de la stratégie du ministère des Armées, qui nous fait l'honneur de sa présence sur ce thème. Je pense qu'il devient important aujourd'hui du rôle des think tanks dans les questions de géopolitique et dans les relations internationales. Michel Duclos, qui est ancien ambassadeur et conseiller spécial à l'Institut Montaigne. Gurvan Lebras, qui est directeur adjoint du Centre d'analyse de prévision et de stratégie du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Et puis Pascal Boniface, qui est directeur de l'IRIS. Donc une présentation peut-être très rapide pour dire que le soft power aujourd'hui, c'est un instrument fondamental dans les relations internationales et que les think tanks prennent de plus en plus d'importance dans ce soft power, puisque ce sont des acteurs de production d'idées et de concepts qui participent au débat public, qui sont des intermédiaires entre la société civile et les décideurs politiques. Et donc, ils se trouvent aujourd'hui de plus en plus au centre je dirais, d'un jeu d'influence avec un dilemme compliqué entre leur volonté d'indépendance, le respect d'un certain pluralisme et le risque d'être perçus comme des vecteurs d'influence extérieure. Et je dirais qu'ils peuvent aussi faire ce que j'appellerais de l'influence positive. Donc, quelles doivent être leur place et leur rôle? Quel modèle pour garantir leur indépendance? Voilà le thème de cette conférence. Donc, on va procéder de la manière suivante. Je vais interroger les intervenants avec une série de trois questions que je reprendrai donc les unes après les autres. Et puis ensuite, on procédera au débat avec le public. Alors, première question donc à tous. Qu'est-ce que c'est que l'influence? Quels en sont les ressorts et les objectifs? Et comment on a d'une certaine manière, je dirais, un renouvellement de cette question de l'influence dans la scène géopolitique moderne, en tout cas contemporaine, avec de plus en plus un jeu de puissance et une utilisation de plus en plus de cette question d'influence sur la scène internationale, comme on a pu le voir d'ailleurs au moment du début de la pandémie avec la question des masques qui est devenue un vecteur essentiel d'influence. Donc, comment aujourd'hui ces vecteurs se multiplient? Qui fait de l'influence? Comment? Quel impact? Je vais commencer peut-être par Michel Duclos, donc par lui poser cette question. Bien, merci beaucoup de m'avoir invité et bonjour à tous. Puisqu'il faut être bref, je dirais qu'il y a eu un peu de changement de nature de ce que c'est que l'influence. Au fond, l'influence a longtemps été l'ombre portée de la puissance. Lorsque Louis XIV était roi de France, toute l'Europe était sous son influence, imitait Versailles, parlait français, tout simplement parce que c'était le pays le plus puissant. Puis petit à petit, l'influence, c'est devenu la capacité de convaincre, la capacité de séduire, la capacité d'amener vos partenaires à penser comme vous, même si vous n'êtes plus le plus gros dans la salle. C'était pour la France la période des années 20-30, où, de par le monde, c'était la France qui était le standard sur un certain nombre d'idées ou de productions littéraires ou artistiques, par exemple. Moins sur le plan politique, mais quand même, le modèle de la démocratie libérale qui se propageait en Turquie ou en Europe de l'Est, la laïcité, etc. C'était des idées françaises qui prospéraient, même si l'état de la France était, lui, plutôt bas. Mais aujourd'hui, on est dans une autre phase où l'influence a pris un tour beaucoup plus âpre,
avec des moyens qui relèvent pas seulement du soft power, mais aussi du hard power. Et c'est toute la question du conditionnement cognitif, comme disent les savants, par Internet, par la manipulation de l'information, par l'usage de la cybersécurité. Donc voilà, c'est dans cette dernière phase que se situe, je crois, notre débat actuel. Merci. Gurvan Lebras, peut-être sur ce sujet. Oui, bonjour à tous. Merci Jean-Pierre. Oui, bon, je souscris entièrement à ce que Michel Duclos vient de présenter. Ce qu'on pourrait rajouter à ce stade de notre discussion, c'est-à-dire au début, c'est l'idée que tout le monde, bien sûr, fait de l'influence. On va beaucoup parler d'influence étatique, je pense, dans la suite de cette discussion, parce que c'est là que se situe la rupture, et c'est un des éléments que vient d'indiquer Michel sur le changement de nature. Mais en réalité, évidemment, on a aussi de l'influence de la part de tous les autres acteurs de la scène internationale. Et évidemment, les think tanks sont aussi des acteurs de cette influence, de l'influence d'un pays. Les think tanks d'un pays sont des acteurs de l'effet d'influence, de cette ombre portée, comme disait Michel Duclos. Et les États aussi peuvent s'appuyer dans leur propre politique d'influence sur les acteurs qui sont ceux de leur pays. Il y a des relais d'influence, il y a des réseaux d'influence. Ça, c'est la vision assez classique de l'influence. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est quelque chose un petit peu différent, c'est être sous influence. Et là, donc, on passe dans un registre qui est un petit peu différent, qui est celui justement de la façon dont des stratégies d'influence sont utilisées pour investir les espaces offerts dans certaines parties du monde, dans certains types de débats, dans certains espaces, pour en tirer, disons, dans une logique de stratégie de long terme, un gain propre, un gain à somme nulle en général, c'est-à-dire un gain soit qui vient pour faire prévaloir son modèle au détriment du modèle des autres, ou simplement semer de la confusion dans un système d'organisation, dans un système de valeurs. Voilà, donc ça, je mentionne ce basculement aussi parce que on a donc le Centre d'analyse de prévision et de stratégie, comme tous les services du ministère des Affaires étrangères, a été partie prenante à un travail important qui a été conduit sous l'impulsion du ministre Jean-Yves Le Drian sur une feuille de route sur l'influence française, qui est un document qui a été rendu public et qui justement souligne cette idée qu'aujourd'hui, ce soft power, pour reprendre Jean-Pierre l'expression que tu citais, ce soft power, au fond, ne se distingue plus de ce qu'on appelait avant le hard power. On est dans une logique où les deux se confondent et où des États développent des stratégies où les éléments traditionnels de l'influence et du soft power sont utilisés à des fins de stratégie de puissance. Très bien, merci Gurvan. Alice Guiton, je suppose que c'est quelque chose que vous prenez de plus en plus en compte dans l'observation, je dirais, des politiques de puissance et l'utilisation justement des vecteurs d'influence comme un moyen de puissance à côté de la puissance, j'ai envie de dire, très dure que peut être la puissance militaire, par exemple. Donc, est-ce que c'est quelque chose que vous observez particulièrement au ministère des Armées? Oui, et merci beaucoup de m'avoir invité ce soir. Je trouve le sujet absolument d'actualité parce qu'effectivement, il y a une amplification, une exacerbation considérable de ce qu'est la compréhension, la perception de l'influence et des acteurs de l'influence. Et donc, pour le ministère des Armées, dans une perception de ce qu'est la nécessité de développer une culture stratégique, de poser un certain nombre d'accompagner finalement l'action politique et l'action de défense
d'une explication, d'une compréhension, d'une perception qui est à la fois juste par nos populations elles-mêmes engagées, mais aussi par les partenaires avec lesquels on travaille et enfin par ceux envers lesquels certaines de nos actions doivent être menées à titre défensif ou de rétablissement de la vérité. Il est évident que nous sommes forcément en situation de devoir prendre les deux dimensions de l'influence qui ont été soulignées d'emblée, l'une négative, péjorative, plutôt traditionnelle, typiquement anglo-saxonne, dans laquelle effectivement c'est allié aux notions de lobbying, de manipulation d'information, de désinformation, qui peut en politique étrangère se traduire par la compréhension d'une certaine emprise, atteinte à la souveraineté, l'immixtion d'une puissance étrangère dans les affaires intérieures d'un État tiers pour y façonner le débat, mais aussi pour peut-être, là aussi dans une compréhension négative, comme un exercice, une marque de domination, la notion de sphère d'influence comme pendant la guerre froide, ou encore comme synonyme d'un agenda caché et évidemment d'avancées masquées pour compromettre la bonne compréhension, intoxiquer finalement le débat. Et donc, à cette influence négative contre laquelle, évidemment, il faut avoir les capacités de répondre, se dessine aussi une influence beaucoup plus positive sur lequel je trouve qu'il est important que tous les acteurs puissent s'engager et d'une manière beaucoup plus large, qui englobe évidemment les think tanks. Il s'agit surtout d'aider à forger l'opinion et d'avoir finalement une certaine capacité à convaincre et peser avec des arguments de vérité qui éclairent le débat, qui permettent de discriminer un certain nombre des éléments du débat d'idées. Alors, je trouve quand même qu'on a de gros défis à relever parce que c'est quand même un champ qui est devenu extrêmement concurrentiel. C'est un terrain d'affrontement en tant que tel, qui place d'ailleurs les États en situation aussi de concurrence avec des acteurs privés, qui conduit à des phénomènes d'adaptation de ceux qui sont des rivaux ou des compétiteurs sous toute nature. Moi, je trouve par exemple que effectivement, on voit la capacité d'influence et de peser dans les débats d'idées des États-Unis, qui ont évidemment des réseaux extrêmement importants, mais on a vu en réponse la Chine, par exemple, réaliser en 2015 qu'il était important pour elle, sans doute, de développer un nombre très très important effectivement d'ici 2020 entre 50 et 100 think tanks tout simplement pour être capable de là aussi de peser dans les débats d'idées. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on doit mener une capacité d'influence qui soit crédible et positive, puisque c'est bien aussi notre terrain, il faut être capable de maîtriser les technologies, d'être capable de dépasser les enjeux de saturation et d'intoxication par des messages ciselés et des émetteurs qui soient bien définis, définir des communautés d'influence qui font bien au-delà des acteurs traditionnels de la politique étrangère ou de défense, et ensuite, bien entendu, d'être capable de nouer des relations de confiance finalement avec tous ceux qui sont des relais, des émetteurs, des capteurs de cette capacité d'influence. Donc on est au-delà finalement du débat d'idées, on est dans la capacité à structurer ce débat d'idées et donner les clés pour qu'effectivement celui-ci ne soit pas simplement concurrentiel, mais une capacité à façonner les idées et les relations de puissance. Honnêtement, vu du ministère des Armées, le quotidien, c'est repousser effectivement des stratégies qui sont malfaisantes, orientées vers effectivement des contre-narratifs et de la manipulation des perceptions de l'information par de larges populations. Donc on a fort à faire et évidemment, ça n'appartient pas qu'au seul circuit étatique, ça dépasse largement cette sphère pour englober d'autres acteurs. Merci Pascal, ta vision des choses et de l'évolution peut-être des choses et du rôle des think tanks par rapport à alors bon, Michel a commencé par dresser une perspective historique en remontant à Louis XIV et on peut dire que l'influence a toujours existé, mais elle est plus importante aujourd'hui qu'elle était dans le passé. À mon avis, pour deux raisons. La première, c'est la multiplication des acteurs, non seulement étatiques, mais également non étatiques. Et donc, du coup, la bataille pour être présent sur la scène internationale, qui est de plus en plus encombrée, devient de plus en plus vive. Et puis aussi, même si en cette période où les tambours battent beaucoup, cela peut paraître un petit peu ironique, mais il y a quand même le recours à la guerre comme moyen de résoudre les questions internationales, existe toujours, malheureusement, mais ce n'est plus la voie normale de résoudre un problème. Peut-être qu'il y a 150 ans, on ne parlerait pas de tension, mais de guerre à l'est de notre frontière. Là, quand même, il y a quand même une interdiction du recours à la guerre, ce qui donne plus de place à l'influence, puisque c'est finalement la guerre par d'autres moyens.
c'est la continuation de la conflictualité par d'autres moyens. Et dans les deux définitions qu'ont données Gurvan et Alice, ben on voit bien qu'il y a l'influence, c'est, je dirais, comme le cholestérol, il y a la bonne et la mauvaise. C'est qu'il y a l'influence positive. Par exemple, nous, on aime bien dire qu'on est la patrie des droits de l'homme et qu'on exerce une influence dans le monde pour cela. Et on s'en gargarise un peu même, enfin en tous les cas, quand on parle de l'influence de la France par le fait que nous soyons la patrie des droits de l'homme, on dit que c'est positif. Pour nous, mais aussi pour les autres. C'est une influence positive. Mais quand on parle, et c'est Gurvan qui a employé l'expression, de pays sous influence, et que Alice a cité toutes les contre-mesures nécessaires à prendre pour éviter de tomber sous l'influence ou dans une sphère d'influence, on voit que l'influence peut être aussi une violation de la souveraineté et plutôt liée à la manipulation de l'information et la manipulation de l'opinion qu'autre chose. Donc il y a deux types d'influence, finalement, l'influence positive. Et donc, qu'est-ce qui fait la différence? C'est grosso modo d'où parle-t-on? Est-ce qu'on a recours à des manœuvres frauduleuses ou est-ce qu'on est cohérent dans le discours? Est-ce qu'il y a vraiment une vraie volonté de défendre les droits de l'homme ou est-ce que lorsque l'on parle par certains, et donc on voit bien que sur l'ensemble des acteurs, on parlera, je pense, plus présent des think tanks, mais qu'il y a des vrais think tanks, qu'il y a des faunés, etc. Et que donc l'influence, elle peut être la meilleure ou la pire des choses, mais que ce que l'on doit vraiment distinguer, quand est-ce qu'il y a des stratégies de manipulation de l'information, où on dit des choses qui sont inexactes pour induire en erreur une population et pour essayer d'influencer l'opinion d'un pays pour satisfaire ses propres besoins nationaux, ou est-ce que l'on donne quelque chose en exemple? Par exemple, quand la France prend le combat pour l'abolition de la peine de mort dans le monde, elle exerce une influence et il est difficile, comme normalement quand même, de dire que c'est une mauvaise influence. Donc on voit bien quand même que l'influence en tant que telle peut être analysée de différentes manières. Merci. Alors maintenant, par rapport à la question des think tanks et dans ces jeux d'influence, il y a une question qui se pose, c'est celle de l'éventuelle vulnérabilité de ces think tanks face à ces influences, parce que ça peut être, comme on l'a dit, un vecteur d'influence, mais ça peut être également un vecteur qui est manipulé. Ça peut être également un vecteur qui peut faire de la propagande s'il n'y prend garde. Donc, il y a une ligne qui est sans doute difficile à tenir et peut-être de plus en plus difficile à tenir dans l'époque actuelle, ce qui pose également la question des financements des think tanks afin que leur indépendance soit totalement garantie. Donc, je vais peut-être commencer sur cette question par je dirais, les deux représentants des think tanks, Michel Duclos tout d'abord à l'Institut Montaigne et après Pascal. Et après, ensuite, je donnerai la parole naturellement à Gurvan Lebras et Alice Guiton. Alors d'abord, peut-être pour revenir à la question précédente, une autre note d'histoire, c'est que quand j'ai commencé dans ce métier dans les années 80, il n'y avait que les États-Unis. C'était les think tanks, c'était un phénomène américain. Et aujourd'hui, pour toutes sortes de raisons que vous avez indiquées, au contraire, c'est devenu un champ de bataille où effectivement la Chine, comme l'a dit Alice, mais d'autres, sont équipés pour faire face à un débat d'idées plus ou moins biaisé, bien entendu. L'indépendance, notamment financière, je ne peux que vous donner l'exemple de l'Institut Montaigne. Nous avons un modèle, nous ne prétendons pas d'ailleurs que ce soit le seul possible. Notre modèle, c'est que nous n'avons pas de financement public, nous n'avons pas d'argent, évidemment, d'États étrangers ou d'instances étrangères. Nous sommes financés par des adhérents qui sont aujourd'hui 206, avec un barème pour que même les plus grandes, c'est des adhérents qui sont des individus, mais en général des entreprises, et avec un barème qui est plafonné à 67 000 €. Donc, vous pouvez être Total ou AXA, vous adhérez à Montaigne, vous n'aurez pas une influence plus grande que le TI qui aura dépensé le même ticket d'entrée. Et ça nous paraît un modèle très important pour éviter d'être obligé de suivre telle ou telle consigne. Ce n'est pas la seule mesure. Il y a aussi
des mesures de transparence qui pourraient d'ailleurs être encore développées, parce que c'est très important qu'on puisse savoir, quand on est extérieur à l'Institut, qui fait quoi, d'où vient l'argent, par où circule-t-il, à quoi sert-il, etc. Il y a évidemment des mesures pour éviter les conflits d'intérêts. Et là, les personnes qui contribuent à l'Institut doivent, comme partout, remplir des documents. Je veux dire, je suis aussi non-resident fellow dans un think tank de Washington. Là, c'est tous les 3 mois. Il faut remplir des formulaires assez compliqués. C'est plus souple. Il y a aussi une charte qui est importante pour vérifier cette affaire de conflit d'intérêts. Et enfin, nous avons mis au point un système d'évaluation indépendante, régulière, justement sur l'indépendance. Donc ça, nous l'avons fait une première fois l'année dernière, en faisant appel, encore une fois, à des organismes spécialisés complètement extérieurs à nous, et nous comptons le renouveler de manière régulière. Donc, voilà un système qui, encore une fois, n'a pas prétention à être le modèle absolu, mais c'est la façon dont, en ce qui nous concerne, nous assurons notre indépendance, d'abord financière et par un certain nombre d'autres mesures. Merci Pascal, donc sur cette question. Oui, alors puisque Michel parle d'une situation antérieure, je me rappelle quand j'étais en 82 jeune assistant, j'avais fait une première mission à l'étranger et j'avais été au CAP, au Centre d'analyse de prévision. Il y avait un jeune diplomate qui s'appelait Michel Duclos qui m'avait reçu et on avait fait une étude sur les forces de maintien de la paix au CERED qui était dirigé par Jean-Pierre Cotte et Alain Pelé qui faisaient ça. Donc ceci ne nous rajeunit pas, Michel, mais bon. Mais effectivement, à cette époque, il n'y avait que des think tanks européens ou américains. Or, aujourd'hui, Alice en a parlé, on pourrait être invité toutes les semaines, enfin plus maintenant, mais il y a 2 ans, on pourrait être invité toutes les semaines en Chine. Et les Chinois qui étaient à l'écart de tout cela se sont mis sur le marché des think tanks. Les pays du Golfe aussi, depuis quelques années, ont créé leurs think tanks. Les pays d'Asie centrale également. En Afrique, c'est un peu moindre. En Amérique latine, il y a encore un peu de retard. Mais disons que le monopole des think tanks, qui était une sorte de monopole occidental, auparavant a été rompu et maintenant le monde des think tanks c'est lui aussi multipolarisé par un paysage mondial qui dépend un peu finalement des capacités contributives. Alors l'indépendance en fait, soit tu es payé par l'État et donc on va t'accuser d'être inféodé au gouvernement, soit tu es payé par l'entreprise privée, on va t'accuser d'être inféodé aux intérêts privés. Alors soit il y a le CIPRI ou les fondations allemandes que l'on envie tous, vu leurs moyens, eux, c'est garanti par le Parlement, et en même temps, elles sont également idéologisées. Si tu es, si tu es néoconservateur, tu auras du mal à être la Friedrich Ebert. Si tu es communiste, tu auras du mal à être la Konrad Adenauer. Si tu es contre le désarmement, il sera difficile de travailler au CIPRI. Donc, on voit que finalement, il n'y a pas de modèle en tant que tel. L'indépendance, elle est garantie par les chercheurs. Elle est garantie. Et qu'est-ce qui fait la différence? Je dirais que c'est la taille de l'établissement. Ce qui nous menace, nous, think tank, c'est plutôt les faux-nez, les boîtes unipersonnelles où quelqu'un crée le Centre mondial d'études contre le terrorisme, où il n'y a que lui et qui sont des plaques vides sur des structures vides. Quand c'est l'Institut Montaigne, l'IFRI, l'IRIS, la FRS, etc., il y a des sensibilités diverses. Et dans chaque institut, je pense que Michel, je parle sous ton contrôle, mais tous les membres de l'Institut Montaigne, vous êtes vous êtes plutôt libéraux, etc., mais vous ne dites pas la même chose sur l'ensemble des sujets, et à l'IRIS non plus. Donc moi, je pense que ce qui protège l'indépendance des think tanks, c'est la taille critique. La taille critique, à partir du moment où tu as une masse importante de chercheurs, dans nos pays en tous les cas, c'est différent dans les pays autoritaires, mais et on a des variétés de financement, et bon, moi je me rappelle quand même, j'ai souvenir très précis, en 1995, j'avais fait des articles contre la reprise des essais nucléaires, et à l'époque c'était la DEG, je n'ai pas été sanctionné, et le ministère n'a pas sanctionné, et bon, c'est un peu difficile d'en parler devant Gurvan et Alice, mais l'IRIS, des fois, moi-même ou d'autres chercheurs critiquent des positions de tel ou tel ministre ou des positions françaises. J'ai jamais senti qu'il y avait une sanction à l'issue de cela.
tout simplement parce que le fait qu'on soit en relation contractuelle avec la DGIRS ou avec le CAPS ne s'est jamais accompagné. Il y a eu un incident de ce type, mais il y a déjà des longues années. Mais c'était vraiment très particulier. Mais sinon, on n'a jamais eu de remarques et ni on s'est dit, ah merde, tiens, on a eu une sanction indirecte parce qu'on est en démocratie et que voilà, notre rôle, c'est un peu. Et j'aime bien, je ne sais pas si vous connaissez ce bouquin de Julia Galef, là, The Scout Mindset. Nous, les think tanks, on est un peu les scouts, les éclaireurs. C'est-à-dire qu'on ne se bat pas pour des positions. La différence entre un soldat et un éclaireur, c'est que le soldat, il doit défendre sa position. Tous les moyens sont bons. L'éclaireur, pour remplir sa mission, il doit changer son évaluation tout le temps. Parce que sinon, il ne remplit pas sa mission. Et nous, think tank, eh ben, voilà. Alors, bien sûr, chacun a son vécu. Avec Michel, on a des points de désaccord, des points d'accord, parce qu'on n'a pas la même formation, on n'a pas le même vécu, mais on est capable tous les deux de mobilité intellectuelle si on nous dit telle ou telle chose. D'ailleurs, on a fait un débat récemment qui l'a montré. Donc, je pense que l'indépendance, elle est aussi, on peut la montrer par la cohérence des positions. Si tout d'un coup, il y a un changement de position de quelqu'un dont on pense qu'elle n'est pas liée à un événement qui est venu changer la phase géopolitique, on peut quand même se méfier un peu. Mais on voit très bien qu'il y a une cohérence des positions qui fait l'indépendance. Alors après, malheureusement, mais ça, c'est pas lié au think tank, c'est que dans notre pays comme ailleurs, le débat s'est radicalisé. Et que de plus en plus, celui qui n'est pas d'accord n'est plus un contradicteur, mais un ennemi. Et je crois que nous, notre rôle de think tank, c'est de préserver un cercle de raison, un cercle de débat entre nous. C'est pour ça que nous, l'IRIS, on invite toujours des gens des collègues des autres think tanks dans nos débats pour débattre, etc., pour ne pas avoir rien de pire que lorsque un débat où les convaincus prêchent les convertis. Et donc, je pense qu'on est une demi-douzaine de think tanks de taille critique et reconnaissable à l'étranger. Et c'est bien qu'on ait nos débats entre nous dans le respect des positions, parce que nous n'avons pas les mêmes sensibilités, mais ces sensibilités ne sont pas liées à une influence, je dirais au sens manipulation ou au sens domination d'autres. C'est lié à des parcours des uns et des autres qui sont des cultures différentes. Merci. Peut-être maintenant donc la perception des autorités publiques, parce que j'ai envie de dire que sans doute pour vous, on peut être à la fois des influenceurs, mais des influenceurs au profit, on va dire, de notre pays, mais on peut être également une sorte de poil à gratter, mais poil à gratter nécessaire, parce que ça vous oblige, ça vous oblige, je ne sais pas si ça vous oblige, mais ça vous permet peut-être d'avoir d'autres perceptions et d'autres perceptions qui peuvent être utiles, tout simplement en termes de politique publique, parce que derrière, il y a aussi des questions de politique publique, que ce soit la politique étrangère ou la politique de défense. Donc, Alice Guiton sur ce sujet. Non, merci beaucoup. Je trouve qu'effectivement, le débat est plutôt bien posé, mais je reviendrai au fondement même. Quand on me parle de think tank, spontanément, ma pensée, c'est plutôt effectivement le rôle immédiat de producteur d'idées, d'indépendance d'esprit, d'analyse crédible, qui peuvent contribuer à nourrir la réflexion publique, sociale, universitaire, et donc aussi l'axe sur lequel ça s'adosse, qui est la recherche et la mobilisation d'une expertise unique, dans laquelle, par ailleurs, j'ai grand plaisir à parfois aller chercher des profils intéressants, pouvoir interagir, avoir des échanges réguliers. Donc, le rôle, ce n'est pas simplement poil à gratter, que je trouve absolument nécessaire et qui est à l'indépendance des analyses qui sont fournies, et les différentes sensibilités auxquelles il était fait référence font partie de cette diversité. Mais c'est aussi ce contenu intellectuel crédible et la dynamisation du tissu de recherche, du tissu de la pensée stratégique, pour ce qui me concerne en tout cas, le plus, qui est indispensable et qu'on a besoin d'alimenter et pour lequel d'ailleurs on est prêt nous-mêmes en tant qu'autorité publique à prendre des initiatives pour assurer le soutien. Ce que je relève quand même, et je pense que Pascal avait absolument raison en décrivant ce monde des think tanks comme étant aujourd'hui multipolaire, c'est que ce versant traditionnel producteur d'idées où l'indépendance et la critique aussi est
vécu comme un atout, parce qu'effectivement, c'est lié à la manière dont la Res Publica s'organise, et donc effectivement, on a ce débat d'idées publiques. On a aussi évidemment l'instrumentalisation des think tanks par d'autres acteurs qui ne sont pas des démocraties, qui y ont recours pour façonner la politique étrangère, pour façonner les esprits, les perceptions sur de multiples terrains. Et donc finalement, sur ce volet externe, think tanks nationaux en France, en Europe, dans les démocraties, aux États-Unis, se retrouvent à aussi finalement jouer un rôle qui est distinct finalement du premier, mais qui est quand même aussi celui de pare-feu, et finalement d'arriver à asseoir la légitimité de la pensée européenne ou occidentale, ou en tout cas démocratique, face à effectivement des biais qui ne sont pas les nôtres, des valeurs ou des principes qui sont malmenés par d'autres types de think tanks, et donc contribuer finalement à assainir tout de même le débat d'idées international, et à éviter qu'effectivement on soit complètement débordé. La question des ressources intervient du coup pratiquement immédiatement après, parce qu'on ne peut pas être présent partout, là où effectivement il y a un flot massif dans un contexte où effectivement on est dans une société d'information extrêmement ouverte et dynamique. On est inondé par d'autres offres de pensée, de think tank, avec des ressources qui ne sont pas les mêmes. Et donc, c'est là aussi où on voit émerger, par exemple, à travers, je ne prends que cet exemple, le sujet des ressources économiques a été très bien évoqué par Michel. Je prends l'exemple des grands événements internationaux qui sont des occasions de structurer la pensée, d'apporter à travers les think tanks aussi des idées différentes. La conférence de sécurité de Munich, le Shangri-La Dialogue, les événements qui sont organisés par Wilton Park, qui s'adossent à des structures qui ont des ressources très significatives, ont des capacités à fédérer l'attention, les autorités publiques, et à jouer un rôle d'influence significatif. Elles deviennent des temps forts de l'actualité de la pensée internationale et finalement du débat international. Et ça, je crois qu'il serait intéressant qu'à titre aussi national, à titre européen, on soit capable de s'organiser, quitte à ce qu'il y ait des mises en réseau, à s'organiser pour être capable de porter évidemment des événements similaires. Encore une fois, je pense qu'il y a aujourd'hui, vu la compétition dans le domaine de l'influence et de l'information, il y a une double nécessité de préserver les think tanks dans leur double rôle de producteurs d'idées indépendants qui nourrissent et critiquent de manière indépendante, effectivement, le débat d'idées nationales, et ont ce rôle à jouer, mais aussi un rôle qui est un peu différent de fonctionnement par rapport à d'autres qui portent des valeurs et des principes distincts, et contre lesquels il faut être capable d'avoir peut-être même une action assez collaborative entre les administrations publiques, les think tanks, les milieux de la recherche et universitaires, de manière à être plus résilients ensemble. Merci, Gurvan Lebras, sur ce sujet. Oui, alors d'abord peut-être pour dire que bon, ça ne va pas être le point de vue des autorités, parce que voilà, on est un observateur de cet écosystème des think tanks. Il y a un principe d'indépendance qui est très clair, qui est important. Il y a aussi, je pense, et sans paraphraser tout ce que Alice vient de dire, parce que j'y souscris entièrement, une sorte de rôle d'intérêt général, d'intérêt public dans le think tank, qui est, je dirais effectivement, vecteur et producteur d'idées, contributeur à un agenda international. Quand on a des grands événements internationaux, et ben, c'est aussi l'organisation des lieux où se font la diplomatie. Donc il y a aussi ça qui est un élément important. Et puis il y a l'animation et l'existence d'un débat public national de politique étrangère. Ça, c'est important aussi. C'est le fait que les think tanks permettent aussi de porter une parole grand public, comme vous le faites par exemple ce soir avec cette séance ouverte au public. On a l'occasion d'y parler politique étrangère, et c'est important parce qu'en fait, les lieux où l'on parle de politique étrangère de manière détaillée ne sont pas forcément si nombreux. Donc, je pense que cette dimension d'intérêt public, on pourrait dire, elle nécessite du coup quand même qu'il y ait une forme de lisibilité éthique dans votre travail. Et je pense d'ailleurs que c'est au cœur de tout ce qui vient d'être dit. Ça, en gros, qui renvoie au dilemme qui structure cette deuxième question de notre débat sur le dilemme entre le pluralisme et l'instrumentalisation, dans lequel, encore une fois, je pense que le débat, il est ouvert, il vous appartient d'abord.
il se structure autour d'un certain nombre de questions. Il y a la question de la transparence qui a été évoquée, qui est importante, transparence des financements, hein, qui paye, c'est essentiel évidemment pour savoir comment il faut réceptionner ce qu'on entend. C'est assez évident. Et d'ailleurs, il y a des idées qui circulent. Il y a un rapport sénatorial récent sur les ingérences étatiques dans le milieu académique universitaire, parce qu'en fait, c'est un débat qui dépasse le débat des think tanks, bien sûr, qui essayent de structurer des propositions justement en matière de transparence. Donc ça, c'est un versé à notre discussion. Il y a une question aussi de capacité à faire preuve d'un certain discernement. J'ai vu que le mot discernement avait été cité dans les réactions de nos auditeurs ce soir. Je pense que c'est effectivement important parce que au fond, la capacité à distinguer entre un interlocuteur qui est un peu, pour reprendre l'expression de Pascal, simplement à la tête d'une coquille vide qui vient porter un agenda très particulier, et un chercheur qui porte une parole académique qui par hypothèse, quelqu'un vient avec un bagage de neutralité axiologique, avec la sanctification d'un diplôme universitaire qui est un chercheur, eh bien ce discernement-là, c'est aussi évidemment les think tanks qui le font par la sélection de leurs interlocuteurs, en donnant la parole à des gens qui font œuvre de pédagogie et d'un discours scientifique, et pas qui servent le narratif d'une puissance étrangère ou même d'un intérêt public ou privé. Ou alors en connaissance de cause et en donnant la parole après, disons, en faisant en sorte que le débat dans lequel il s'inscrit soit un débat qui réponde à cet équilibre. Il y a évidemment aussi, pour être capable de poser un diagnostic lucide sur l'évolution des stratégies d'influence étrangère, la nécessité de regarder la réciprocité. Quand on fait un partenariat avec tel ou tel acteur, est-ce qu'au fond, on est capable, est-ce qu'on sait qu'on va avoir les mêmes conditions si on faisait le partenariat équivalent en face? Là encore, un débat qui dépasse simplement la question des think tanks, c'est toute la question des coopérations universitaires ou coopérations scientifiques avec des pays où, en fait, les libertés académiques ne sont pas respectées et l'éthique scientifique n'est pas la priorité ni des autorités ni des institutions. Voilà, donc je pense que c'est des éléments qui je pense, nourrissent la question justement de savoir comment on répond à ce dilemme que vous exposez. Merci. Je pense qu'effectivement, il y a un point très important dans tout ce qui a été dit, c'est effectivement la qualité scientifique des chercheurs qui travaillent dans des think tanks. Et vous voyez, j'emploie le terme chercheur dans think tank, parce que ça, effectivement, je pense que normalement, c'est justement la garantie ultime, effectivement, de cette indépendance. Et d'autre part, il y a quand même, effectivement, ce facteur d'animation du débat sur les questions de politique étrangère, de questions stratégiques. Et nous, on le voit très bien quand on organise les géopolitiques de Nantes. Enfin, ce serait plutôt à Pascal d'en parler, mais c'est vrai que la première année où on avait fait ces géopolitiques de Nantes, ce n'était pas quelque chose où les gens s'inscrivaient, et on avait été absolument étonnés du nombre de personnes qui étaient venues. Donc, ce qui veut dire qu'il y a une appétence très forte et une demande très forte, et pour un discours qui est, encore une fois, un discours rationnel et scientifique. Garantie rationnelle et scientifique. Et je pense que ça, c'est très important de savoir que les think tanks, en tout cas nous travaillons de cette manière. Donc, je vais me retourner maintenant vers... Alors, j'ai encore une question, je vais parler pouvoir public. Alors, peut-être pas pouvoir public, mais c'est vrai qu'il y a quand même la question de quelle manière, on va dire, les ministères, quand même, les pouvoirs publics peuvent et soutiennent la communauté des think tanks, et notamment en France, dans ce qui est en train de devenir une compétition des think tanks au niveau international. On en a parlé avec les think tanks en Chine, évidemment, mais également dans toute l'Asie, qui se sont multipliés d'une manière absolument extraordinaire ces dernières années. Et dans les pays du Golfe, on en a parlé
également, et rien que nos voisins européens, nos partenaires européens. Pascal parlait des fondations politiques, mais on peut parler des think tanks allemands, hein, qui sont également fortement soutenus par les pouvoirs publics en Allemagne. Donc, Alice Guiton. Et puis après, Gurvan. Effectivement, la question est très pertinente et vous parlez des think tanks allemands. Moi, je pense aux fondations allemandes. Quand je regarde leur budget, ne serait-ce que la fondation Konrad Adenauer, 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, 120 millions d'euros pratiquement. Je crois que le chiffre d'affaires cumulé des 3 principaux think tanks nationaux, c'est 13 millions d'euros. Donc, on voit bien que la capacité de frappe financière est sans commune mesure et qu'on a bien un sujet autour de ça et qu'il va falloir véritablement s'y pencher sérieusement et trouver non seulement des moyens innovants de le faire, mais de passer un cap vraiment structurant. Moi, je note aussi quand même qu'on a besoin non seulement de notre écosystème national qui soit renforcé, mais aussi l'écosystème européen en tant que tel. Parce que là, ça rejoint évidemment une priorité de politique publique qui est bien sûr d'affirmer une capacité de souveraineté européenne qui passe aussi par une culture stratégique européenne et on a besoin de la consolider au niveau européen. Regardons quelle est l'action du ministère des Armées dans ce domaine. Évidemment, il y a eu un engagement qui est très fort parce que dès 2015, on a tenté d'essayer de s'emparer un petit peu d'une réforme du dispositif de soutien à la recherche stratégique. Donc, ça passe déjà par ce soutien à la relève stratégique, le développement à la fois en quantité et en qualité de la communauté de jeunes chercheurs français. On pense aux doctorants, les post-doctorants sur les questions de défense. Et on l'a fait à travers une politique qui est très volontariste en faveur de l'offre, qu'elle soit privée, donc think tank, ou publique, université. Et ça s'est traduit par ce nouveau vecteur contractuel, les contrats cadres qui offrent aux think tanks une amplitude, je pense, budgétaire sur plusieurs années qui est plus intéressante. Une durée, 3 ans, donc qui est quand même plus satisfaisante. On a tenté aussi de parvenir à une meilleure valorisation et exploitation des études commandées. Il y a bien sûr le pacte enseignement supérieur que l'on décline et qui permet de financer une 40aine de chercheurs par an via aussi les labels, les centres d'excellence et des allocations doctorales et postdoctorales. Je mentionne aussi l'ouverture parce que je pense que c'est clé. Le club Phoenix que le ministère des Armées a mis en place permet de, là aussi, favoriser une exposition de différentes communautés, y compris les industriels, les secteurs professionnels, pour que nos allocataires, nos doctorants puissent trouver des bouchées à s'intégrer par la suite. Et puis la réforme interne de l'IRSEM. Mais je pense que grosso modo, ce qu'on a véritablement besoin d'envisager aujourd'hui, c'est une plus grande mobilité des experts. Je pense que la référence à la qualité en France, notamment de la recherche scientifique, de cette expertise fondée sur une grande rationalité, elle est à cultiver. Elle est solide, elle est reconnue. Internationale dans certains domaines, mais il ne faut pas s'endormir sur nos lauriers. Il y a beaucoup pour préserver cela à l'avenir et il faut l'encourager. On a ce week-end, on a la Fabrique Défense qui va nous permettre là aussi d'essayer d'exposer, et je pense que dans le tour de table, nous serons nombreux représentés pour participer de cette explication vers la jeunesse de l'effort que l'on fournit dans les domaines des débats d'idées et c'est le rôle qu'ils peuvent y jouer. Et puis aussi, je pense qu'on doit quand même aller plus loin dans le décloisonnement entre les think tanks et l'administration. Il faut le faire d'une manière qui soit respectueuse, évidemment, de l'indépendance absolument incontournable des think tanks, mais dans un sens qui permette de se nourrir l'un l'autre. C'est véritablement un jeu à somme positive dont les uns et les autres sortiront grandis. Ça passe aussi par, effectivement, on l'a dit, la consolidation du modèle économique, ça c'est clé. Et puis, je pense enfin par une capacité à échanger aussi sur le fond de ce que sont les menaces notre capacité en tant qu'entité publique, privée, de statuts différents, en tant qu'individu, chercheur, universitaire, à effectivement avoir les yeux ouverts sur la réalité de ce qui se passe dans un monde où l'information est totalement débridée, 4 milliards d'internautes. Serrer l'information est quand même difficile. Donc, si on peut contribuer en tant que représentant d'une administration, en tant qu'acteur, un soutien de la recherche stratégique à favoriser le discernement parmi cette accumulation d'informations, ce débordement d'informations, je pense que c'est très précieux. Donc, introduire cette rationalité, on compte beaucoup sur nos think tanks, notamment français, de qualité pour y parvenir. Bien, écoutez, merci pour ce discours. Et j'entends aussi
la question de mobilité éventuelle entre les think tanks. Non, mais c'est quand même, c'est ce qui fait une des forces quand même du modèle américain, il faut le reconnaître. Hein. Gurvan, sur ce sujet. Je souscris entièrement à l'analyse très, très détaillée d'Alice sur ces points. C'est vraiment un excellent diagnostic. J'ajouterais peut-être un point pour souligner la diversité des acteurs du paysage des think tanks français, la diversité des modèles. Il n'y a pas, comme en Allemagne par exemple, où on a quand même des profils types assez marqués, et notamment adossés à des partis politiques. On n'a pas ce schéma-là en France. On a des acteurs qui sont assis sur un conseil d'administration internationalisé. On a des acteurs qui ont un modèle économique qui passe par la formation. On a tout type on a des types assez différents de formules, des institutions qui sont plus financées par les projets, ou par des projets de long terme ou de plus court terme, ou par des secteurs très spécialisés de l'industrie. On a ça veut dire aussi qu'on a des acteurs qui ont des besoins différents. Ça veut dire donc qu'on a des modalités d'action différentes. Il y a sans doute des logiques de collectifs à bâtir, des initiatives, des sujets sur lesquels on peut favoriser des travails en commun entre les différents acteurs, français et européens, essayer de favoriser une internationalisation de leurs travaux, favoriser au sens d'accompagner, parce qu'en fait, évidemment, elle existe déjà naturellement, c'est la vocation même de ces institutions. Essayer aussi de favoriser la circulation croisée entre le secteur institutionnel et le secteur des think tanks et de la recherche plus généralement, parce qu'en fait, c'est quand même une matière, la matière des relations internationales, qui est très régalienne et où pour partie, la crédibilité, le réseau, la capacité à toucher juste et à suivre l'évolution parfois rapide des débats se joue aussi dans la proximité avec le débat interne des administrations. Donc, on a besoin aussi de favoriser cet échange-là. Je presse assez simplement pour ma paroisse, puisque le Centre d'analyse de prévision et de stratégie a justement pour mission de travailler sur cette interface, et c'est un domaine dans lequel on peut évidemment faire beaucoup plus, où les autorités publiques et les think tanks pourraient bien davantage encore échanger sur l'ensemble de ce que décrivait Alice, c'est-à-dire un flux, un rythme et une nature très changeante d'informations, de données, d'influence, qui se structure de plus en plus dans une guerre des narratifs, une guerre des modèles. Guerre est peut-être un terme un peu fort, mais disons en tout cas vraiment une compétition très, très aiguë. Et donc, je pense qu'effectivement, et je crois que c'est un petit peu ce que j'entends dans le discours de chacun, une volonté de travailler ensemble sur ces sujets-là. Merci. Avant de peut-être passer la parole pour les attentes, si je puis dire, des think tanks, un mot pour les auditeurs. Hein. N'hésitez pas à poser des questions. Hein. Je prendrai ces questions, ensuite je les poserai aux orateurs, et les orateurs eux-mêmes ont accès directement à ces questions, donc ils peuvent se saisir de ces questions. Michel Duclos, donc, sur les think tanks, les attentes en matière par rapport au pouvoir public. Alors, peut-être d'abord, une ou deux considérations. Je crois qu'il faut se laisser éblouir par le système américain, qui quand même un peu touché ses limites en devenant hypertrophié, et qui répond à d'autres objectifs et d'autres considérations que simplement d'animer le débat. C'est aussi un endroit pour caser des gens, donc c'est un antichambre du pouvoir. Mais Alice a prononcé un mot important, c'est le mot d'expertise. La légitimité de quelqu'un qui travaille dans un think tank, c'est quand même avant tout l'expertise. Et là, il faut bien faire la différence entre l'expertise et le commentariat. On est très sollicité de plus en plus dans cet univers par les journalistes. C'est assez frappant. Hein.
nous appellent à longueur de temps pour nous demander des citations, pour passer dans des débats. Et ça fait partie du jeu. Je crois que c'est utile, effectivement, pour la culture générale du public, pour faire passer des notions de base ou des idées plus sophistiquées sur ce que sont les débats nationaux. Mais à la fin des fins, le communautariat n'est pas un but en soi. Il faut quand même surtout avoir de l'expertise, de la recherche, des idées. Et souvent, dans les think tanks américains tels qu'ils sont actuellement, c'est quand même plus le communautariat qui l'emporte sur la production de vraies idées de fond, de vraies découvertes d'expertise. C'est d'ailleurs un des aspects de cet aspect compétition entre les think tanks en termes de jeu d'influence dans le monde. Sur un autre point, je voudrais peut-être là contester ce qu'a dit Alice quand elle a dit que nous n'avons pas en France l'équivalent des grands rendez-vous internationaux comme la conférence sécurité à Munich ou le Salanga Dialogue. Nous avons le Forum de Paris pour la paix. Alors, c'est vrai que ça n'a rien à voir avec les sujets dont on traite au ministère des Armées. Enfin, encore le ministère des Armées s'occupe de tout et donc a aussi sa place au Forum de Paris pour la paix. Mais c'est vrai que l'angle qui a été choisi pour ce forum, c'est plutôt l'angle des enjeux globaux. Et donc, ce n'est pas les enjeux géopolitiques, en tous les cas au sens immédiat du terme. Et pour l'instant, c'est une instance qui a 4-5 ans, ça n'a pas encore atteint le seuil de notoriété de Munich ou d'autres événements de ce genre. Mais c'est quand même un peu l'idée dans un autre domaine, qui est un domaine pour lequel la France a une réputation, un créneau, et pour le coup, une vraie influence. Donc, c'est assez important. Enfin, troisième point, ayant dit que le modèle américain était devenu probablement trop gros, dépassé par son succès en quelque sorte, il faut bien admettre qu'en Europe, on assiste à un déplacement vers Berlin de la tendance à se retrouver pour discuter des choses du monde. Et ça, effectivement, c'est un peu préoccupant parce qu'avec la taille, vient quelque chose d'autre qui est ce qu'on peut appeler le convening power, la capacité justement de provoquer des grandes réunions internationales. Peut-être que pour les questions de financement et d'autres, la force des Allemands, c'est qu'ils ont des grandes fortunes qui mettent de l'argent dans des instances qui se consacrent aux politiques publiques. Ils ont des grands partis politiques qui le font avec les fondations, mais ils ont la Corber, etc. Chez nous, les millionnaires français créent des fondations pour l'art contemporain, ou pour soutenir les musées. Et là, peut-être qu'il y a un phénomène culturel sur lequel les pouvoirs publics, je ne sais pas comment, mais pourraient progressivement appeler à la nécessité d'un changement de portage. Peut-être justement en mettant en lumière ce qui se passe à Berlin, qui, je ne dis pas que c'est très préoccupant, après tout, les Allemands sont des Européens comme nous, sont des frères, on travaille très bien avec eux, hein, la question n'est pas là, mais malgré tout, ce serait préférable si on pouvait avoir la même capacité de convoquer des grands événements à Paris avec un soutien de structures venant des fortunes privées. Enfin, un dernier mot sur les relations entre les think tanks et les pouvoirs publics. La France a ceci de particulier, et là aussi c'est une autre différence avec des pays comme les États-Unis ou l'Allemagne, où l'expertise est souvent concentrée au sein de l'État. L'administration joue un tellement grand rôle dans notre système, l'État est tellement puissant qu'il est difficile de pas, on ne peut pas faire grand-chose si on n'a pas des accès, comme on dit, aux administrations. Alors, là encore, avec le recul, comme je suis malheureusement pas très jeune, tout ça a un peu évolué. En réalité, l'État a moins de pouvoir que ce n'était le cas auparavant, mais
là, nous sommes dans une situation probablement exceptionnelle où on s'entend bien et où je crois que les think tanks travaillent bien tout en gardant leur indépendance. Ce n'est pas un acquis nécessairement éternel. C'est sûrement quelque chose sur lequel il faut être vigilant. Pascal? Voilà. Oui, historiquement, il y a une méfiance de l'État par rapport au think tank. Je veux dire, quand De Gaulle lance sa politique, il n'y a pas de think tank et les universitaires ne viennent pas le soutenir. Les deux grandes figures intellectuelles, c'est Sartre et Aron. Alors Sartre n'est pas vraiment pour l'arme nucléaire et Aron non plus, même s'il aurait dû être plus proche, puisque lui, il est pour l'arme nucléaire américaine. Donc on peut dire qu'au fondement de la Ve République, les think tanks ou les intellectuels ou les universitaires sont plus des emmerdeurs que des aides pour le pouvoir. Après, ça a un peu évolué. Il y a eu quand même, je pense que Giscard est important quand il a participé à la seconde session extraordinaire de l'ONU pour le désarmement en 78. Il y a eu une sorte d'appel d'air quand même où ça commençait un peu à créer. Et maintenant, les choses sont plus bon. Alors, qu'est-ce que nous, en tant que think tank, on peut attendre de l'État? Alors, bien sûr, on veut dire plus d'argent. C'est bon. Parce qu'il y a quand même une très grande contradiction. Et là, vous n'êtes pas responsable de vos ministres, mais les différents ministres, quelles que soient les couleurs politiques, disent toujours diplomatie d'influence. Quand on regarde les lignes budgétaires, ça n'a pas beaucoup changé. On parle de plus en plus de diplomatie d'influence, mais les budgets restent quand même les mêmes. Et c'est vrai qu'on a des contrats pour faire des études, on fait des appels d'offres, etc. Ce qui n'est pas pris en compte, c'est le côté diplomatie publique que les think tanks font. Quand Michel ou moi répondons à des journalistes étrangers ou allons à l'étranger faire des conférences, et donc pour donner un point de vue français non officiel. Et d'ailleurs, souvent, on le fait en bonne entente avec les postes à l'étranger. Les ambassadeurs qui nous invitent ou qui nous accueillent, si on est invité par un centre étranger, savent très bien qu'on ne va pas répéter le discours gouvernemental, mais ils savent qu'on a généralement un point de vue national, que ça aide, et donc on participe à cela. Mais si on était animé uniquement par la recherche de financement, on ne ferait pas ça, parce que c'est du temps de perdu. Et que, moi je plaide depuis longtemps, mais dans le désert, c'est-à-dire que le côté plaidoyer d'un discours français sur l'international, tant en termes pédagogiques par rapport au public français qu'en termes pédagogiques par rapport au public étranger, ce n'est pas pris en compte. Ce n'est pas pris en compte et on doit s'épuiser à répondre à des appels d'offres. Quand on les gagne, tant mieux, mais cette partie-là n'est pas prise en compte malheureusement. Effectivement, on lutte contre des mastodontes qui, eux, que ce soit les think tanks chinois ou du Golfe ou même des think tanks démocratiques, ils n'ont pas cette recherche à faire. Donc si on le fait, je dirais que c'est sur notre temps libre, c'est en dehors de nos recherches de financement parce qu'on aime ça finalement et et là c'est quelque chose qui n'est pas pris en compte. Sinon, ce qui est appréciable parce que là c'est quelque chose qui s'est développé, c'est lorsque Alice ou Manuel et au Quai d'Orsay, c'est vrai que les contacts avec l'administration sont plus fluides, on a des points de contact où les situations sont exposées, on a des débats libres, des points d'information. Donc, on n'est pas face à des administrations fermées qui estiment que nous n'avons pas à connaître de cela. Et le dialogue, alors parfois personnel sur la base dont on connaît un tel ou un tel, mais disons qu'on ne trouve pas porte fermée pour obtenir une information et ensuite chacun s'en sert à sa façon, on s'en sert, mais on n'est pas comme des perroquets à répéter les points de vue officiels, mais en tout cas, on comprend mieux les situations. Et c'est vrai que pendant très longtemps, en fait, l'administration passait beaucoup de temps avec les journalistes pour expliquer ce qu'ils faisaient et ne voyait pas les think tanks, alors qu'on est aussi des relais d'opinion. Cette dimension-là, elle est beaucoup plus prise en compte désormais, et je pense que c'est une bonne chose. Il y a une fluidité des relations, et ça, c'est vraiment une confiance mutuelle, et ça, c'est extrêmement appréciable. Alors, bon, je sais qu'on n'aura jamais plus de moyens, pourtant, il ne faudrait pas grand-chose. En réalité, il ne suffirait de presque rien pour améliorer les choses. Mais bon, là, il faudrait une décision que une nouvelle autorité dise, voilà, il faut aidons à la défense d'un point de vue français. Et Michel parlait du Forum de Paris, en même temps, les moyens étatiques donnés au Forum de Paris ne sont même pas illimités. Justin et Pascal ont dû prendre leur bâton de pèlerin et se transformer en ordre mendiant pour aller trouver des financements. Donc en fait, il n'y a pas de vraie réflexion. Le rapport d'Yves Saint-Jour était excellent, mais dès le départ,
Yves savait en disant, bon, la question du financement, on ne va pas trop y toucher parce que ce n'est pas ça. Donc, il y a quand même, finalement, on ne lutte pas à armes égales par rapport à cela. Et l'article de Valérie Niquet et de Nathalie Loiseau disait, bon, c'est bien beau de parler des centres étrangers, mais si nous-mêmes, on ne dote pas nos centres français et européens de moyens, finalement, de même que quand certains pays européens refusent d'aller parler avec Moscou, en ne prenant pas en compte la position franco-allemande, l'Europe se punit elle-même. Et si la France ne dote pas ses think tanks de moyens supplémentaires, il est plus difficile bon. La grande contradiction, c'est qu'on est dans un monde où le débat d'idées est de plus en plus fort, féroce, vif, et que la bataille pour les idées devient, voilà, auparavant, effectivement, on l'a déjà dit, il y a 30 ans, si on voulait avoir un débat, c'était Washington et rien d'autre. Là, maintenant, il y a une prolifération des think tanks, il y a une prolifération des modes d'expression, et notre place, qui est déjà pas très importante par rapport aux centres occidentaux, est encore moins comparée aux autres. Et donc, il y a certainement une réflexion globale à avoir sur comment fait-on face à ce combat mondial pour les idées, dans lequel la France, qui se veut être une puissance d'influence, ne se donne peut-être pas tous les moyens de le faire réellement. Merci. Donc, on va passer maintenant à la séance des questions-réponses. Il y a beaucoup de commentaires, en fait, et quelques questions. Peut-être que je vais en prendre une, mais n'hésitez pas, si vous voyez une question à laquelle vous voulez répondre, d'y répondre. Il y a une question qui porte, alors j'ai presque envie de dire, sur un ensemble des blocs entre Chine, Russie, États-Unis. Là, on vient de parler de think tank, mais c'est vrai que on est en France, on a parlé des think tanks français. Est-ce qu'il y a une certaine logique, une prise de conscience, et est-ce que c'est possible d'avoir une réponse européenne sur ces questions-là? Alors certes, on sait qu'il y a le UISS qui existe, qui est un think tank qui est lié aux institutions européennes. Nous, d'ailleurs, on a des partenariats au niveau européen. Mais comment vous voyez les choses sur ce sujet? Donc ça, c'est la première question. Je vais peut-être en prendre… Voilà, on va répondre. Bon, en fait, à la fois, il faut coopérer avec les collègues européens, et c'est ce que l'on fait, effectivement. Et en même temps, je crois qu'il est important de garder un point de vue national, puisque, je veux dire, de même que notre diplomatie a un levier européen et un levier national, je pense qu'en termes d'intelligence des situations, en termes d'expression, il serait, je crois, peu judicieux de fédérer et que les think tanks français soient uniquement des membres de fédérations européennes. On a besoin de garder une approche nationale, même s'il est nécessaire d'avoir une coopération européenne et des approches européennes. Je pense qu'elles doivent être superposées, mais non pas, elles doivent être cumulatives et non pas alternatives. Enfin, les deux doivent exister et l'une ne doit pas s'effacer au profit de l'autre. Absolument. Enfin, si je peux me permettre de réagir rapidement, je trouve que Pascal a dit exactement ce qui était pertinent. On n'a pas besoin de dissoudre dans un réseau européen ce que sont les expertises nationales, la richesse qui est portée au niveau des think tanks dans leur dimension nationale. Mais il est clair, cependant, comme je le disais, d'arriver à construire une dimension européenne, y compris pour faire face, en tant qu'Européens, à un certain nombre des valeurs européennes, des principes européens ou des politiques européennes sont exposées, malmenées, mal perçues, mal comprises, doivent être défendues, sur lesquelles on doit chercher à fédérer vers de plus larges réseaux d'acteurs. Donc, quand on regarde l'action, par exemple, qui est menée par le ministère des Armées pour faire connaître sa stratégie sur l'Indo-Pacifique, il est absolument clair que en expliquant le rôle européen accru que l'on souhaite y porter, on aura du mal à en être les porte-voix si on n'a pas une capacité de l'ensemble des structures de recherche en Europe, des vecteurs de production d'idées, à aussi peser, investir dans les contacts en tant qu'Européens et en ayant une force de frappe démultipliée. C'est aussi une manière de mutualiser les ressources et d'avoir des économies d'échelle pour pouvoir aller effectivement s'exporter et faire porter ce débat d'idées plus loin. Donc ça, je pense que c'est essentiel. Ça a une vocation double, interne, pour permettre de faire émerger, encore une fois, pour les sujets
qui sont des sujets évidemment stratégiques, faire émerger une culture stratégique européenne, donc la porter vers l'intérieur et ensuite être capable de l'exporter, que ce soit dans le dialogue transatlantique avec les États-Unis, où effectivement les Américains ont une hypertrophie et un mode de fonctionnement qui est distinct. Donc cette voie européenne, cette cohérence européenne, elle importe en soi comme signal, comme vis-à-vis d'autres aires géographiques plus vastes, où là aussi, notre capacité à nous exporter nécessite un investissement. Je le mesure bien, c'est de la diplomatie publique, ça nécessite des ressources, mais c'est vrai qu'effectivement, il faut réussir à prioriser et, encore une fois, peut-être trouver des économies d'échelle en travaillant en synergie avec nos autres partenaires, les autres réseaux qui existent. Merci. Entièrement d'accord, si je peux dire un mot là-dessus aussi, donc entièrement d'accord avec ce qui vient d'être dit. S'il fallait décrire le paysage européen, on a 3 types d'acteurs en fait. On a donc les acteurs nationaux qui sont les relais de leur perception nationale, on va dire, à l'échelle européenne ou vis-à-vis de leurs partenaires du reste de l'Europe et du monde. On a les acteurs qui sont transnationaux européens, donc des think tanks qui sont véritablement européens, et on a des think tanks généralement à Bruxelles, qui sont des think tanks qui reflètent en fait le travail, les préoccupations et les enjeux des institutions européennes. En fait, on a besoin des 3. On a besoin à la fois que certains think tanks fassent émerger un vrai débat européen et viennent puiser dans différentes capitales européennes pour voir quelles sont les lignes de partage et les enjeux communs. Et généralement, ça fournit la matière de base d'un débat qui ensuite peut prendre au niveau des autres think tanks. On a besoin aussi des think tanks nationaux au sein de l'Europe parce que non seulement d'abord, c'est à eux qu'on s'adresse quand on veut nourrir le débat d'idées et faire évoluer la position des États, si on veut introduire des thèmes dans l'agenda national de cet État membre. Et aussi parce que souvent, ils sont spécialisés. Chaque pays a aussi ses propres priorités de politique étrangère. Les think tanks reflètent ça. Si on veut faire une discussion sur les frontières, le partenariat oriental, vous trouvez d'excellentes institutions à Varsovie ou à Prague. Si vous voulez un débat sur la Méditerranée, vous avez d'excellents relais et interlocuteurs à Rome, par exemple. Donc, ça fait sens aussi d'avoir cette division du travail. Et c'est comme ça qu'on avance. Et enfin, juste pour conclure sur ce point et appuyer ce qu'Alice disait, une grande partie des débats qui sont les débats de la politique étrangère française que connaissent très bien les autres participants et notamment membres des think tanks, ce sont des débats qui sont européens et internationaux. Ce sont des débats qui n'existent pas qu'en France. Et la bonne façon pour nous de rayonner, de porter, de projeter nos idées, c'est de passer justement par ces différents niveaux de débat d'idées dans les think tanks européens. Vous prenez une idée comme la souveraineté européenne, où Alice évoquait l'Indo-Pacifique. Voilà deux thèmes qui sont des thèmes qui ont été beaucoup portés au niveau du débat d'idées européen avant de devenir des thèmes très hauts de l'agenda européen, français et européen en général. Tout à fait. Michel Duclos, peut-être réagir sur le sujet ou non? Je suis obligé de dire le contraire de mes prédécesseurs pour animer le débat. Moi, je suis un peu inquiet parce qu'en réalité, il y a très peu de think tanks qui sont trans-européens et qui sont identifiés comme tels à l'étranger, si vous voulez. Quand vous êtes à Washington ou à Pékin, vous pensez à European Council on Foreign Relations et à Bruxelles. Les Français sont perçus comme très... Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et alors, j'entends bien que quand on se retrouve à une conférence à Doha, et qu'il y a des Allemands, des Hollandais et même des Anglais et des Français, en réalité, il y a bien quand même quelque chose d'européen qui se dégage, si vous voulez. Et pareil à Bagdad ou à Téhéran. À Moscou, c'est moins sûr, par exemple.
Mais l'impression qui est donnée vue de l'étranger, c'est quand même qu'il y a d'un côté les think tanks nationaux et d'un autre côté 2 ou 3 structures pan-européennes qui ne sont pas sous influence française. Il ne faut pas se faire d'illusions et où même la France n'est pas considérée comme la principale force d'inspiration. Et là aussi, on retrouve l'Allemagne dans certains pays. Je crains que ce soit le cas à Pékin. La tendance sera de penser think tank européen égale think tank allemand. Il y avait aussi cette tendance à Washington, avec cet élément d'ailleurs assez amusant, c'est que les think tanks allemands, contrairement à ce qu'on croit, sont beaucoup plus déconnectés du gouvernement que dans beaucoup d'autres pays. Donc, avant l'arrivée de M. Biden, j'avais été très frappé de voir que nos interlocuteurs allemands se vantaient d'avoir, à coup de rapports communs avec la Brookings et autres, balisé le futur agenda transatlantique. Et en réalité, Mme Merkel et maintenant ses successeurs ont fait des choses complètement différentes. Ils ont conclu un accord avec la Chine, ils ont soutenu Mordicus Nord Stream 2. Donc il y avait une déconnexion entre les think tanks et les pouvoirs publics. Mais il n'en reste pas moins vrai qu'il y a un certain nombre de réflexes à l'étranger sur lesquels nous avons intérêt. Je ne dis pas qu'il n'y a pas péril en la demeure, hein, mais il faudrait quand même qu'on y réfléchisse sérieusement en termes stratégiques. L'une des réponses étant justement que des chercheurs français ou des Français qui ont de la compétence s'expatrient. On l'a fait à Washington. Ce serait utile de le faire à Berlin ou dans d'autres structures. Oui, alors je vais prendre peut-être plusieurs questions, mais je vais rebondir sur ce que vient de dire Michel Duclos, peut-être pour interroger Alice Guiton et Gurvan Lebras, d'ailleurs sur la politique publique, d'ailleurs en matière d'exportation, effectivement, de chercheurs européens, français, pardon, à l'étranger, notamment aux États-Unis, en Allemagne, et peut-être dans d'autres pays. Pour essayer de faire des liens entre les questions, il y a la question de la langue française, tout simplement, dans la question de l'influence et des think tanks. Et puis, il y a une question simplement sur ce que j'appellerais la performance des think tanks, c'est-à-dire la question qui permet de remettre sur la scène certains thèmes influents. En fait, quel est en fait l'impact des think tanks sur la sphère politique aujourd'hui? Je vais me limiter pour le moment à ces 3 questions. Tu peux les reformuler de façon plus précise, Jean-Pierre? Alors, la première, c'était en fait, je rebondissais sur Michel Duclos et en fait, je passais la main à Alice Guiton et Gurvan Lebras. Pardon, j'ai pas saisi que je devais prendre la parole, je suis prête à le faire. C'était celle sur la politique justement française d'exportation des chercheurs français. Non, très volontiers pour répondre. Je crois qu'effectivement, on est dans une politique active de rayonnement international de notre expertise nationale. Donc ça s'appuie sur un vivier qui est le plus large possible, qui n'est pas simplement l'expertise à laquelle Michel faisait référence au sein de l'administration, mais qui est plus large, qui va chercher effectivement ceux qui sont reconnus finalement sur y compris des thématiques pointues, puisque je m'occupe de questions stratégiques qui parfois sont aussi des niches en termes de recherche. Et que l'on essaye de finalement connecter, corréler à d'autres think tanks importants. Généralement, ça s'inscrit, il faut quand même être honnête, dans le contexte de l'émergence d'un partenariat stratégique majeur, d'une relation bilatérale avec un pays donné ou avec une région, un intérêt à être présent, et puis aussi par rapport au jugé de la crédibilité du think tank dans lequel on se propose d'exporter quelqu'un qui effectivement sera capable de porter la richesse du point de vue national. Donc ça se fait
dans de nombreux cadres. On vise généralement effectivement des pays où on sent bien que le débat d'idées est porteur. Enfin, si je regarde dans le tour du monde, et sans pour autant dire que c'est là qu'on a affecté effectivement des personnels, mais évidemment, on ne peut pas faire l'impasse sur les grands pays, Washington, Berlin et Londres, mais on cherche aussi du côté, je ne sais pas, de Singapour, l'Australie, l'Inde. Il y a quand même d'autres vecteurs. On est peut-être un petit peu comme c'était indiqué précédemment, on est un petit peu plus en difficulté pour trouver en Afrique comment réussir à s'intégrer à finalement un tissu de think tank qui n'existe pas forcément de manière aussi aboutie. Et pourtant, on aimerait pouvoir stimuler le débat d'idées. Et puis enfin, surtout, on cherche à y inciter, enfin à pouvoir les exporter avec ils reviendront ensuite vers nous avec une richesse acquise. Donc, peut-être là, je fais des ressources humaines, de la politique de ressources humaines, mais de ma part, quand on exporte finalement des experts que l'on soutient financièrement vers d'autres think tanks à l'étranger, c'est quand même avec l'idée de capitaliser en retour, soit parce qu'ils vont réalimenter le vivier des think tanks nationaux, soit parce qu'effectivement, on va les réintégrer dans l'administration avec cette richesse acquise. Donc, on crée un débouché pour de vrai, et donc il y a une politique d'attractivité qui est aussi en soutien de ce que sont, qui est aussi dans la logique du pacte enseignement supérieur et de la manière dont on essaye d'accompagner nos post-doctorants qui évidemment ont des profils particulièrement intéressants. Juste, j'en profite pour traiter la langue française aussi. Je pense que ça, c'est un vrai sujet, effectivement, y compris quand on songe à certaines communautés où effectivement, finalement, la vision anglo-saxonne l'emporte. On sait que nombreux de nos chercheurs ne sont pas forcément toujours aussi à l'aise des natifs anglo-saxons pour s'exprimer dans cette langue, et pourtant c'est quand même là que l'essentiel se tient. Et donc arriver à restaurer une part d'utilisation de la langue française dans un univers qui est notamment européen, où il est de plus en plus difficile d'avoir des cercles d'échange en français, est un vrai défi, et honnêtement on essaye d'y prendre part pour le soutenir. Enfin, juste pour quand même traiter cet enjeu de la performance, je pense qu'il n'y a pas plus belle performance que la crédibilité et la manière dont effectivement l'expertise, la justesse de ce qui est exprimé, la vision haute qui est dégagée va avoir une résonance et être capable d'emporter finalement de l'adhésion et fédérer. Donc la puissance de convaincre, parce que l'idée est juste, est quand même ce que je trouve être le propre d'une bonne partie de la réflexion scientifique et de recherche en Europe, pas simplement qu'en France. Et c'est ça que l'on doit défendre véritablement, et qu'on doit être capable de porter, de faire rayonner beaucoup plus activement. Donc, la performance et la reconnaissance de la crédibilité par la capacité à fédérer. Merci. Est-ce que les autres, vous voulez réagir sur cette question? Pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Alice. Ok, d'accord. Alors, il y a une question sur le... Alors, si, il y a une question sur le... Est-ce qu'il y a un débat politiquement correct des think tanks sur les questions internationales, ou est-ce qu'il y a un vrai débat où tout le monde s'exprime sur le sujet avec des idées qui sont contradictoires? Quelle est votre perception sur ce sujet par rapport à cette question? Je pense que la gamme est quand même assez large. Quand on regarde les débats qui nous réunissent ou qui nous opposent, d'ailleurs, on voit bien que sur la plupart des grands sujets, l'attitude par rapport aux États-Unis, par rapport à la Russie, ce qui se passe au Sahel, le Proche-Orient, il y a quand même une gamme d'opinions qui est quand même assez ouverte, et on ne dit pas tous la même chose, on ne pense pas tous la même chose, et je pense que vraiment toutes les options sont sur la table. Après, on peut discuter de la sincérité ou pas, mais je veux dire, je n'ai pas l'impression qu'il y ait des sujets tabous ou fermés. On sait qu'il y a, comme j'ai dit tout à l'heure, malheureusement, il y a de plus en plus de, non pas de vivacité, ça c'est une bonne chose, mais de radicalisation, mais de la part du public. C'est vrai que sur les réseaux sociaux, dès que tu prends une position qui déplaît à quelqu'un, tu te fais insulter, etc. Je crois que ça, il ne faut pas trop y prêter attention, parce que sinon, on ne fait plus rien. Mais quand on regarde quand même l'étendue de nos débats, je pense que la gamme des opinions est très large, et on ne peut pas dire qu'il y a un consensus, on ne peut pas dire qu'on dise tous la même chose. Si on prend par exemple l'analyse de la crise entre la Russie et l'Ukraine, on voit bien qu'il y a une très grande diversité des sensibilités dans l'analyse et dans les commentaires sur cela.
Et je pourrais prendre d'autres exemples du même type. Oui, je le crois aussi. Je le crois aussi. Il y a effectivement une assez large gamme d'opinions entre les think tanks français. Ce qui est frappant aussi, c'est qu'il y a quand même un certain patriotisme, hein, il faut l'avouer. Au moment de l'affaire des sous-marins australiens, ça m'avait beaucoup frappé dans les débats transatlantiques que nous avions. Tous les Français étaient quand même d'accord pour défendre la position française. Il faut être honnête, quelle que soit l'origine, l'endroit dont on parlait. Et d'ailleurs, ça se retrouve un peu du côté de nos interlocuteurs outre-Atlantique. Mais la chose la plus importante, c'est ce qu'a dit Alice, c'est la crédibilité de l'expertise, effectivement, l'autorité personnelle qu'on peut avoir dans ce milieu. Et là aussi, j'avais été, je dois dire, assez frappé dans l'affaire AUKUS de voir que les think tanks australiens avaient souvent montré beaucoup de compréhension pour la position française. Ce qui prouve que, moi je le dis d'autant plus franchement que je n'ai pas participé à cela, mais ce qui prouve que les dialogues de type track-2, donc non officiels, entre centres de réflexion australiens et français, avaient dû quand même être assez bons pour que justement on reconnaisse la pertinence de notre point de vue. Voilà quelques exemples concrets pour illustrer ce qu'on vient de dire. Moi, je voudrais réagir aussi sur le politiquement correct pour dire que il me semble, alors déjà je disais tout à l'heure que je ne parlais pas comme autorité publique, et là je parle encore moins comme autorité publique et vraiment à titre personnel, c'est une opinion que je vous livre. Je pense qu'il ne faut pas confondre un débat politique, un débat entre citoyens qui est complètement naturel, normal en démocratie, qui existe, et un débat de politique étrangère. Il y a des différences. Il y a quand même la première différence d'abord, c'est que la politique nationale, par définition, on en parle de façon évidemment ouverte. Une politique étrangère, elle est contrainte par énormément de facteurs. Elle porte, c'est une éthique de discussion qui porte forcément sur un segment qui est que peut-on faire. Et quand on répond honnêtement à la question que peut-on faire, on répond en tenant compte des contraintes. Donc c'est pas exactement la même chose qu'un débat entre citoyens de politique intérieure. Il faut tenir compte quand même de ce contexte-là. Et par ailleurs, évidemment, et ça nous ramène, je pense, au début de notre discussion, c'est aussi un débat entre chercheurs, entre des personnes qui font œuvre de neutralité axiologique, de respect d'une éthique scientifique. Donc, tout ceci n'empêche absolument pas la diversité des points de vue que donc rappelait Pascal, et je suis assez d'accord, je fais à peu près le même constat, mais évidemment, au bout d'un moment, la question s'analyse aussi en termes simplement de crédibilité, et je crois que c'est effectivement un mot important à prendre en compte. Juste en un mot pour dire, évidemment, je suis d'accord avec tout ça. Je crois que le débat d'idées, il est complètement ouvert. Il faut qu'il le reste. Autrement, il s'atrophierait. Donc, on a besoin de cette diversité. Il y a peut-être des situations, et je rebondis sur la référence à AUKUS que faisait Michel Duclos. Je crois qu'on a aussi besoin, à certains moments, qu'un sursaut avec des réactions cohérentes qui affirment effectivement la préoccupation convergente qui peut exister. Le réflexe un peu patriotique n'est pas malsain non plus. Donc, on ne doit pas forcément regarder ça avec soupçon, mais plutôt se réjouir que fondamentalement, on a un socle de convictions, de principes et d'objectifs qui s'affirment. Et dans un monde où, effectivement, comme c'était indiqué dès le début de notre débat,
où effectivement on voit bien que finalement le domaine informationnel est là aussi un terrain de conflictualité. C'est là aussi où se joue une partie de la confrontation des idées. Je pense qu'il est important qu'on ait aussi une certaine résilience à prouver, y compris à travers la voie de nos think tanks, la voie cohérente ou en tout cas, encore une fois, résiliente qu'on peut opposer à certains opposants ou certains messages de propagande qui se déroulent sous nos yeux, y compris avec l'aide de robots ou d'algorithmes. Merci. Alors, il faut savoir que comme on est en conférence, en visioconférence, la particularité, c'est que ça nous permet d'avoir des auditeurs étrangers. Hein. Donc, on a des personnes de Grèce, d'Espagne, du Maroc ce soir qui nous écoutent. Et je pense que c'est une excellente chose qu'on ait ce débat entre Français quand même devant un public qui n'est pas que français sur le sujet. Ce qui me conduit alors peut-être à une autre question qui est est-ce qu'il y a quand même finalement un modèle français qui serait quand même un modèle à la fois d'indépendance et de qualité scientifique? Et est-ce que, mais la question est peut-être difficile, est-ce que dans certains pays étrangers, et la question est posée par le public, hein, c'est pas ma question à moi, est-ce que il y aurait des pays étrangers, on pense à la Chine notamment, où il y aurait justement, il n'y aurait pas en fait cette qualité scientifique et qu'on serait uniquement dans du soutien aux politiques, enfin en politique publique, en fait en propagande. L'un n'empêche pas l'autre. C'est sûr qu'un membre d'un think tank chinois aura du mal à prendre une position différente du gouvernement. Mais ça n'empêche pas certains chercheurs d'être de qualité. Je pense qu'il y a un peu plus même si c'est aussi un régime autoritaire, il y a un peu plus de latitude dans le tissu académique russe que dans le tissu académique chinois. On a bien sûr des réflexes patriotiques en Russie, mais il y a quand même plus de différentes sensibilités. Alors qu'en Chine, c'est plus monolithique, mais il y a aussi quand même des gens extrêmement élaborés et qui vont défendre, enfin, il y a des fois des défenses du point de vue chinois qui sont un peu méthode pâte au gaz et d'autres qui sont beaucoup plus subtiles et qui sont le fait de véritables intellectuels. Je crois que Pascal a dit exactement ce que j'avais à l'esprit. Il y a effectivement une grande diversité de situations et surtout ce dont il faut se convaincre et ce à quoi il faut se préparer, c'est que la montée en puissance de ceux qui effectivement découvrent l'univers du think tank comme capacité à se projeter vers l'extérieur et jouer un rôle en termes d'influence apprennent très vite. Et donc, nous devons garder un œil sur effectivement notre capacité à nous adapter à cet environnement qui change. Très bien, je ne sais pas si les autres. Oui, simplement en une phrase, en une phrase là-dessus. J'évoquais tout à l'heure l'idée d'un principe de réciprocité. Je pense que quand on regarde ces paysages, les paysages de certains pays, il faut se demander justement de quel type de liberté ils jouissent. Et est-ce que quand je donne la parole à un acteur de ces pays-là, est-ce que je sers une stratégie d'influence d'un pays ou est-ce que je sers un débat serein? Et ça, la réponse est souvent justement dans la liberté dont jouissent les personnes qu'on interroge et à qui on donne la voix, et souvent quand même une liberté assez faible. Hein. Vous n'organisez pas à Pékin ou à Moscou des débats de la même nature que ceux que vous pourriez organiser ici. Merci. Quelqu'un d'autre veut réagir? Michel, non? Alors, peut-être dernière question, c'est la question peut-être qui s'adressera à Lise Guiton d'ailleurs, sur la question des think tanks universités. Et quelle est la politique en la matière? Écoutez, je pense que là, pour le coup, ce que j'avais indiqué précédemment, l'idée, c'est quand même d'accroître la mobilité des interfaces entre ces univers, de créer la capacité
de l'un à nourrir l'autre, de réussir à résorber un certain nombre d'écarts qui peuvent exister, par exemple, entre la recherche dans le domaine des sciences humaines et la recherche dans le domaine des sciences dures, arriver à effectivement, grâce à l'émergence de chercheurs, enfin de jeunes profils dans les universités intéressés par la recherche, à se prémunir contre le risque de trous capacitaires dans le domaine des idées, ce qui n'est pas exclu. Je vois, enfin, il y a des sujets en matière d'économie de défense, de dissuasion ou de prolifération nucléaire ou d'expertise approfondie sur certains terrains en Afrique qui nécessite un réel réinvestissement. Donc, la filière des War Studies, l'idée d'arriver à faire émerger, comme je l'indiquais, à travers les labels d'excellence, des partenariats beaucoup plus étroits avec un certain nombre d'universités, d'arriver à faire émerger ce vivier de chercheurs et ensuite être capable de l'absorber, que ce soit à travers les think tanks ou à travers les administrations d'une manière ou d'une autre, ça ne peut que bénéficier à tous. Le mot d'ordre, c'est quand même le décloisonnement. Soyons clairs, nous avons besoin de ce décloisonnement parce que c'est en ayant des cercles d'échange, en étant capable effectivement de le faire dans le respect des dimensions contractuelles, des clauses de transparence, de toutes les règles déontologiques et éthiques qui peuvent prévaloir, mais c'est tout de même en assurant un réel décloisonnement entre les think tanks et les milieux, les milieux universitaires que l'on parviendra à aller plus loin. Voilà, c'est un bon exemple, je crois, c'est le recrutement de doctorants par l'IRIS, qui me paraît une excellente pratique qui nous bénéficie à tous. Merci. Pas d'autres, Pascal? Moi, je peux que remercier Alice pour ses propos. Je crois qu'il ne faut rien dire après cela. C'est pas... Donc, pas de mot de conclusion, on arrête là. Non, plus sérieusement, c'est vrai que de toute façon, il est 20 heures et on va devoir clore cette conférence, à moins que quelqu'un veuille dire quelque chose. Non, moi, en tant que directeur de l'IRIS, je peux tous vous remercier, et notamment, entre autres, Alice, parce que c'est une période un peu chargée, donc le fait que vous ayez pris quand même sur votre temps pour répondre à cela, je crois que le fait que de plus en plus on ait des réflexions communes sur les think tanks et sur la place, sur la façon d'articuler notre action avec l'État, les autres acteurs, je pense que c'est un sujet qui est un sujet montant, qui devient de plus en plus important et qu'on évoque de plus en plus. Et on poursuit cette réflexion. Et je crois que c'est une bonne chose d'intensifier non seulement les échanges, mais notre réflexion. Et nous y avons intérêt, nous, bien sûr, de façon, je dirais, corporatiste. Mais le fait que la place des think tanks soit un débat ouvert et contradictoire me paraît une très bonne chose. Et on va continuer à y contribuer avec l'aide de nos collègues, bien sûr. Et merci, Michel, de ta participation. Un très grand merci en tout cas d'avoir organisé cette discussion. Bonne soirée. Très bien, merci à tous. Bonne soirée et j'espère que les auditeurs ont été contents de ce débat. Merci, au revoir. Merci.